Bonjour Eric Combe. Bonjour. Vous êtes infectiologue à la PHP, assistance publique hôpitaux de Paris. Je vous ai interrogé et invité ce matin parce que tous les indicateurs remontent. Taux d'incidence, taux de positivité des tests, 10% de plus de cas positifs en une semaine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou à se dire, et alors ? Forcément, il faut un peu s'en inquiéter quand même, parce que on va avoir l'épidémie de grippe également qui va s'ajouter à cette recrudescence de Covid, et dans un contexte où on manque de lits d'hôpitaux. Donc je pense qu'il faut s'en inquiéter. Après, il ne faut pas s'en inquiéter trop, parce que de toute façon, le virus circule parmi nous, et je pense qu'il a déjà fait la plupart des dégâts qu'il devait faire. Et puis ça va beaucoup dépendre des régions également. Ça va dépendre des régions. Alors, pardon, mais quand vous dites qu'il faut s'en inquiéter un peu, mais pas trop, oui. C'est difficile de comprendre où est-ce qu'on met vraiment le curseur. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire attention, ça veut dire qu'il faut continuer à se vacciner ? Ah oui. Alors, quand je dis qu'il faut s'en inquiéter un peu, oui, absolument. C'est là-dessus qu'il faut insister. Il faut ne surtout pas oublier les gestes barrières, notamment tout cet hiver. Ça permettra également de nous protéger contre la grippe. Et surtout, il faut se vacciner pour la minorité, pour les personnes qui ne sont toujours pas vaccinées au-delà de 80 ans. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a encore ? Oui, il y en a encore. Et malheureusement, ces personnes-là sont à risque de rentrer en réanimation, d'occuper des lits et évidemment de décéder. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a tous les plus de 65 ans qui n'ont pas encore reçu la troisième injection. Également les personnes chez lesquelles cette troisième injection est recommandée parce qu'ils ont une comorbidité et qu'ils ne l'ont pas faite. Donc toutes ces personnes-là sont également à risque d'infection. Professeur Eric Combe, c'est un chiffre qu'RMC dévoilait ce matin. Il n'y a que 45% des personnes éligibles à la troisième dose qui l'ont effectivement reçue. C'est-à-dire que plus de la moitié soit rechignent, soit attendent. Est-ce qu'il faut les encourager à le faire ou est-ce que vous comprenez leurs doutes ? Alors, je pense qu'ils attendent peut-être parce qu'en fait, ils ont eu... Vous savez, il faut respecter un délai de 6 mois entre la deuxième injection et la troisième. Donc peut-être qu'ils attendent parce qu'ils ont eu la deuxième injection il y a moins de 6 mois. C'est ce que j'ai envie de me dire. Après, c'est ce que vous avez envie de vous dire, parce que la réalité, c'est que s'ils sont éligibles aujourd'hui, c'est qu'a priori, ils sont censés avoir reçu la deuxième dose il y a plus de 6 mois. Effectivement, vous avez raison d'insister là-dessus. Donc il faut absolument qu'ils aillent se faire vacciner parce que de toute façon, ils attraperont le virus puisque le virus circule et qu'on a décidé de le laisser circuler, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas l'arrêter. Donc le virus circule. Donc la meilleure manière de ne pas être impacté par l'infection virale, c'est d'être vacciné correctement. Donc il faut absolument que les personnes à risque fassent la troisième injection. Est-ce qu'on peut rappeler ce matin qui sont ceux qui sont éligibles à cette fameuse troisième dose ? Alors c'est principalement les plus de 65 ans. Tous, et puis les personnes qui ont des comorbidités, principalement les plus de 60. On connaît les comorbidités, principalement l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et les personnes immunodéprimées. Donc ces personnes-là, il faut absolument qu'elles aient une troisième injection. Eric Combe, cette troisième dose, est-ce qu'elle représente un risque ? Voilà une des questions que se posent ceux qui y auraient droit, mais qui rechignent. Alors, de toute façon, il faut bien que les gens qui nous écoutent soient conscients que les risques de la maladie sont beaucoup plus importants que les risques du vaccin. Donc, il faut se vacciner. Ça, c'est absolument évident. Et il n'y a pas plus de risque de se faire vacciner la troisième fois que la deuxième ou la première, clairement. Donc, il faut se vacciner. Le nombre, le niveau de risque n'augmente pas en fonction du nombre de doses ? Non. Le niveau de risque n'augmente pas en fonction du nombre de doses. Eric Combe, cette troisième dose, quand on a reçu l'AstraZeneca, quand on a reçu le Moderna, est-ce qu'on est obligé de prendre le Pfizer ? Oui, apparemment, c'est mieux de mélanger des vaccins de types différents. Donc, ça pose pas un cocktail un peu dangereux ? Non, pas du tout, parce que c'est pas un cocktail, parce qu'on les administre pas en même temps, on les administre de façon successive à plusieurs semaines ou plusieurs mois d'écart. Mais apparemment, quand on utilise des vaccins de types différents, ça renforce l'immunité. Professeur Eric Combe, quand vous voyez qu'en effet, seuls 45% de ceux qui y ont droit l'ont déjà fait, cette troisième dose, pourquoi la réserver finalement à cette seule population-là ? Est-ce qu'il ne serait pas temps, si vous aviez les manettes, d'élargir et de dire, tous ceux qui sont prêts pour faire la troisième dose, allez-y ? C'est sûr qu'on pourrait le faire, mais je pense que la priorité, c'est quand même d'aller vers les personnes qui sont à risque de rentrer en réanimation, qui sont à risque d'occuper des lits dans les hôpitaux. Et donc ces personnes-là, c'est des plus de 65 ans et c'est les personnes qui ont des comorbidités que j'ai dites tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait mettre cette troisième dose, sur le... Sanitaire, ça crée des difficultés. Je pense que déjà, avoir 2 doses, c'est super.
Je pense qu'on peut se limiter à 2 doses pour le pass sanitaire. Vous disiez que le pass sanitaire, en effet, le mot même de pass sanitaire désormais vous fait sourire, j'imagine sourire un peu tristement, mais parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a cette bataille en ce moment même d'ailleurs à l'Assemblée pour le prolonger, pour continuer à garder cet outil. Certains disent au contraire que ça a été vu comme une rupture de leur liberté. Il est d'ailleurs de moins en moins demandé, c'est ce qui ressort des études, notamment dans les restaurants. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous dites qu'il faut continuer à être hyper ferme sur le pass sanitaire? Ou est-ce qu'au contraire vous dites bon, ça a été utile en son temps, il faut peut-être passer à autre chose? Le pass sanitaire, d'ailleurs je l'ai toujours dit, je trouve que ça a été une excellente idée. Je pense même que ça a été une idée géniale parce que ça a conduit des dizaines de milliers de personnes à se vacciner alors qu'ils ne se seraient probablement pas vaccinés. Donc ça, je trouve que ça a été une excellente idée. Après, le maintenir ou pas, honnêtement, j'ai pas d'idée précise par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on soit mieux vacciné et encore plus vacciné. Donc retirer le pass retirer le pass vaccinal actuellement, ça serait peut-être pas une excellente idée. Vacciner et se vacciner le plus possible. Quand on voit que les États-Unis, à partir d'aujourd'hui, ouvrent la vaccination aux moins de 12 ans. Exact. Est-ce que ça, vous vous dites, tiens, on devrait faire la même chose en France? Écoutez, je pense que le virus a largement circulé dans les écoles, il a largement circulé chez les enfants, comme on le constate maintenant qu'on regarde attentivement ce qui se passe dans les écoles. Je pense que les enfants ont déjà rencontré le virus dans leur immense majorité, donc ils sont immuns ou semi-immuns. Immunisés en fait. Immunisés, enfin, ou en tout cas en voie de l'être. Ça va continuer à circuler dans les écoles tout l'hiver, de toute façon. Vacciner les enfants, on manque encore un peu de recul sur les effets indésirables chez les enfants. Il n'y en a probablement pas, mais on manque encore de recul. De toute façon, les enfants ne font pas de forme grave. Une infime minorité peut-être, mais en règle générale, ils ne sont pas très malades du coronavirus. Donc je pense que ce n'est pas une priorité. Voilà, la priorité, c'est les personnes qui vont rentrer en réanimation. Pas d'urgence, et même si je vous écoute, prudence sur le vaccin pour les enfants. Oui, disons que je ne pense pas que ça soit une priorité. Éric Côme, mais il y a aussi justement pour les enfants cette question du masque. On le sait, juste avant les vacances scolaires, il y a quand même 79 départements où ils ont enlevé le masque. Et là, il y en a 38 où ils pourraient le remettre. C'est-à-dire ceux à qui on a dit, les enfants à qui on a dit, ça y est, c'est bon, t'es tranquille, t'as plus besoin de mettre le masque. On va leur dire, tu retournes à l'école, mais tu remets le masque. Il faut le remettre ou pas? Écoutez, la règle qui a été fixée par les autorités, c'est une incidence de plus de 50 cas pour 100 000 habitants, on remet le masque. Donc, ils vont remettre le masque dans beaucoup de départements qui sont d'ailleurs, c'est intéressant à constater, des départements de l'ouest de la France, parce que c'est dans l'ouest que le virus maintenant circule le plus, ce qui n'est pas surprenant, puisque dans les vagues précédentes, c'est dans l'est et dans le sud qu'il a le plus circulé. C'est donc une suite logique, c'est pour ça? C'est parce que l'immunité justement collective n'est pas encore acquise dans ces départements-là? Voilà, exactement. Donc elle est en train d'être acquise. Au fond, c'est presque bon signe. Ça veut dire que l'immunité est en train, en ce moment, de se développer. Enfin, je veux dire, j'imagine que mon propos est un peu provoquant, mais... Non, mais vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Se dire que finalement, ça veut dire que ensuite, ils en sortiront. Absolument. De toute façon, on en sortira par l'immunité collective. Ça fait des mois qu'on le dit et on est en train de le constater. Mais je retiens quand même que ce masque pour les enfants dans ces départements-là, il vous paraît quand même nécessaire. Ah oui, il m'apparaît nécessaire parce qu'il faut absolument quand même ralentir la circulation, surtout dans le contexte hivernal qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'ailleurs du contexte hivernal et vous avez mentionné tout de suite la grippe. Oui. On le voit, là encore, sur la question du vaccin de la grippe, les éligibles rechigne. Est-ce que le vaccin de la grippe est en train de devenir une sorte de victime collatérale du vaccin du Covid? C'est un peu ce que je crains. Donc je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'importance du vaccin antigrippal. Et même on pourrait proposer aux personnes qui n'ont pas fait de 3e injection, de faire les deux en même temps, la vaccination antigrippale et la 3e injection de Covid, ce qui permettrait de faire d'une pierre deux coups et de protéger contre les deux maladies. On leur propose, mais pour autant, on avait un témoignage ce matin sur RMC qui le disait, d'une femme qui venait chez son médecin pour se faire vacciner contre la grippe. Le médecin lui disait, écoutez, je vais en profiter pour vous faire votre 3e dose. Elle disait, non, je préfère pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je peux lui dire qu'elle fait une bêtise, parce que si jamais elle attrape le Covid, elle risque d'être hospitalisée, et elle risque de se retrouver en réanimation, et les choses risquent de mal se passer. Et le tout dans un contexte, vous le disiez aussi dès votre première réponse, d'un hôpital
qui va très mal. Est-ce que c'est ce que vous constatez autour de vous? Est-ce que ça va mal parce que ça allait déjà mal? Est-ce que ça va encore plus mal parce que vous êtes tous exsangues de ces 2 années passées? Non, clairement, ça allait mal avant que le Covid arrive. Et je dirais même que le Covid a retardé finalement l'échéance hospitalière, si je peux dire, parce que tout le monde s'est mobilisé sur le Covid et puis on a oublié les soucis de l'hôpital. Voilà. Et aujourd'hui, les soucis de l'hôpital nous reviennent de plein fouet. Quand vous entendez le nombre d'infirmiers et d'infirmières, on évoque 1500 personnes qui auraient démissionné ces derniers mois, ça vous surprend ? Non, malheureusement, ça ne me surprend pas parce que y a beaucoup de gens qui quittent la profession, pas uniquement des infirmières d'ailleurs, mais aussi des médecins. Mais c'est vrai que c'est principalement les infirmières la clé du problème. Et donc, on a l'habitude, on sait qu'une infirmière en milieu hospitalier, sa durée de vie hospitalière, entre guillemets, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'on les rince, en fait. J'ose pas le dire comme ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, on les fatigue et surtout qu'on ne leur donne pas envie de continuer ce métier. Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de continuer ce métier ? C'est assez clair, c'est une meilleure revalorisation salariale, quoi. J'ai déjà dit que je pensais qu'il fallait... On propose de doubler les salaires des enseignants. Moi, je pense qu'il faut doubler le salaire des infirmières. C'est aussi simple que ça. Éric Côme, vous disiez qu'il y a aussi des médecins. Je me souviens de vous avoir interrogé à certains moments vraiment de la fin de cette crise aiguë, où vous-même, vous disiez aussi la fatigue collective, l'épuisement, le découragement. Ça vous a traversé l'esprit de vous dire on ne nous donne pas les moyens de travailler comme on veut ? Disons que, honnêtement, pendant la crise, on nous a donné les moyens de travailler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, on a complètement oublié les problèmes des hôpitaux pendant la crise. Et puis là, c'est un peu un retour au monde d'avant. Et forcément, pour chacun d'entre nous, c'est difficile. Pour chacun d'entre nous, c'est difficile. Vous en parlez avec vos collègues et c'est quelque chose qui est présent. Oui, on en parle d'ailleurs beaucoup en ce moment. On voit bien un signe qui ne trompe pas, c'est la fermeture des lits dans les hôpitaux. Ça, c'est quand même un vrai problème, surtout à l'approche de l'hiver. Alors certains, au Conseil scientifique, nous disent que c'est 20% des lits qui sont fermés. Le ministre de la Santé dit c'est 5%. De votre vécu, c'est plus 20 ou 5 ? Non, de mon vécu, c'est 20%. Voilà. Clairement. Oui, il n'y a aucun problème. Dans le service, c'est 20%. Je voudrais qu'on parle de la Chine, puisqu'on découvre, on redécouvre que le virus continue à y circuler. On voit des images des Chinois qui sont encouragés à faire des provisions chez eux pour faire face à un éventuel reconfinement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment est-ce possible que dans ce pays dont on avait le sentiment qu'il avait au contraire tout tenu d'une main de fer, c'est le cas de le dire, le virus puisse circuler à nouveau avec cette inquiétude ? Le virus est inarrêtable. C'est aussi simple que ça. En fait, l'option zéro Covid, qui avait été défendue par certains, était une option qui était absolument irréaliste. Ce virus ne peut pas être arrêté pour des raisons sur lesquelles on va parvenir. Mais déjà, il y a 50% des gens qui l'ont, qui sont asymptomatiques. Donc, on se contamine les uns les autres. Ce virus circule. Il est inarrêtable. Il suffit de réouvrir les frontières pour que le virus rentre. Et vous allez voir ce qui va se passer là en Thaïlande, à Singapour, en Australie, qui viennent de réouvrir les frontières. On ne peut pas vivre reclus sur soi-même comme l'a fait la Chine et les pays que je viens de citer. Ils réouvrent. Et s'ils ne sont pas vaccinés correctement avec des bons vaccins, le virus va de nouveau circuler. C'est un peu ce qui s'est passé en Chine. Vous avez l'air presque, assez pessimiste sur la circulation du virus en Chine. Ça pourrait carrément, on pourrait voir une vague vraiment très élevée à nouveau ? Je suis pas pessimiste pour la Chine parce qu'ils nous ont montré qu'ils savaient parfaitement maîtriser, tester, tracer, isoler et tout ce process. Mais simplement, ils vont retomber dans un confinement au moins localisé avec des conséquences pour la population. Et à terme, ce n'est pas tenable. Il va falloir faire comme à Singapour, c'est-à-dire vacciner correctement la population avec un bon vaccin et à plus de 95%. Et puis là, vous pourrez réouvrir les frontières et laisser circuler le virus. Éric, comme vous parliez à l'instant de l'Australie, qui avait fait le choix, comme d'autres, du zéro Covid, comme on disait. Est-ce que ça veut dire, vous parliez à l'instant de la question de l'immunité, et vous nous disiez que pourquoi est-ce que ça remonte par l'Ouest ? Parce que précisément l'Ouest avait été le coin le moins touché. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que l'Australie est un pic très élevé parce que précisément la population n'a pas été confrontée à la maladie en quelque sorte ? C'est évident que là où la population n'a pas été confrontée à la maladie, là où le virus n'a
on l'a empêché de circuler en fermant les frontières et en faisant les restrictions, il est évident que ces populations-là vont être impactées lourdement. D'ailleurs, on voit bien à Singapour. Hein. Singapour est un exemple très intéressant parce qu'ils ont parfaitement appliqué zéro Covid. Ils ont parfaitement vacciné leur population. Maintenant, ils réouvrent les frontières et on voit le nombre de cas qui augmente de manière vertigineuse parce qu'ils ont accepté de laisser circuler le virus. Mais bon, c'est des cas, ça ne se traduit pas en hospitalisation, ça ne se traduit pas en décès, enfin en tout cas dans des proportions importantes, parce qu'ils sont correctement vaccinés. Donc, fermer le pays, si pendant ce temps-là on vaccine, ok, mais sinon non. Ah bah non, sinon c'est pas possible. Et c'est le risque évidemment de la Chine. Est-ce que ça pourrait revenir d'ailleurs? Est-ce que ça pourrait faire que, à nouveau, ça pourrait être, là on parle d'une vague qui vient presque de nous, mais est-ce qu'elle pourrait revenir à nouveau aussi en rouvrant les frontières comme vous le dites? Bah oui, évidemment. C'est-à-dire qu'une infection ne confère pas une immunité définitive. Donc, on va être obligé de rencontrer plusieurs fois le virus ou son avatar vaccinal, si je peux dire, pour pouvoir atteindre une immunité propre personnelle et une immunité collective. Donc, finalement, mieux vaut rencontrer le vaccin que rencontrer le virus. On n'arrête pas le virus, voilà ce que vous avez dit. Et pourtant, on nous parle maintenant de traitement en plus des vaccins. Est-ce qu'il y a une source d'espoir de ce côté-là? Oui, alors il y a des sources d'espoir du côté thérapeutique. De manière très surprenante, il y a des études qui semblent montrer que la vitamine D est efficace. C'est des études espagnoles dont on ne parle pas beaucoup parce que la vitamine D, voilà. On la trouve où, la vitamine D? On la trouve partout, globalement. C'est un médicament. Alors on estime que la plupart d'entre nous, population occidentale, sont carencés en vitamine D. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de supplémenter les enfants à l'entrée de l'hiver, vous savez, avec des doses de vitamine D. Voilà. Donc la vitamine D marcherait, puis un antiviral qui marcherait aussi, le molnupiravir. Quand est-ce qu'on en sera sûr? Quand est-ce qu'on pourra quitter le conditionnel que vous utilisez? Pour l'instant, si vous voulez, le médicament antiviral, ça n'a toujours pas été publié. C'est une annonce du laboratoire pharmaceutique. Il y a déjà des milliers d'euros, centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés pour acheter ce médicament au laboratoire pharmaceutique. Il faudra mais bon, je pense qu'il est encore un peu tôt pour crier qu'on a un médicament miracle. C'est très peu probable qu'on ait un médicament miracle pour le moment. On n'arrête pas le virus, on le laisse circuler, mais vous avez dit tout à l'heure, au fond, on a raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, donc laissons-le circuler et vaccinons-nous, si je résume quand même, pour le moment. votre pensée. Est-ce que vous recommencez à prendre un peu espoir, à vous dire c'est derrière nous, y compris les cas les plus graves? Est-ce qu'on peut quand même, là on regarde les chiffres, bien sûr on a le nez dessus, mais est-ce qu'on peut quand même commencer à se dire oui, ça y est, on n'aura pas l'été prochain à nouveau la grande menace juste avant l'été, on n'aura pas... Oui, je pense qu'on peut le dire, mais on ne le dira pas. D'abord pour ne pas démobiliser les personnes par rapport aux gestes barrières, etc. Et puis ensuite, on s'est tellement trompés tous depuis le début de l'épidémie qu'on n'aura pas envie de le dire de façon trop péremptoire pour ne pas être appelé par... Vous aurez peur éventuellement qu'on puisse vous le reprocher ensuite. Voilà. Vous disiez à l'instant le respect des gestes barrières. Aujourd'hui, franchement, on en est tous témoins, on se refait la bise, on se serre la main, on se reprend dans les bras, on enlève le masque et on oublie de se laver les mains. Est-ce un problème ? Oui, ça sera un problème, mais je trouve qu'il y a quand même encore un certain respect des règles, notamment quand je prends le métro, le tramway ou d'autres transports en commun. Je vois que quasiment tout le monde a un masque, pas toujours porté correctement, mais porté correctement dans l'immense majorité des cas. Donc, je suis pas aussi... Alors, c'est pour la région parisienne, après je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, vous n'êtes pas vous n'êtes pas découragé par l'attitude des Français qui se donnent quand même franchement du mal. Non, pas du tout. Je les trouve même plutôt raisonnables. Merci Éric Côme, professeur infectiologue à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. On le comprend bien, vous le dites. Oui, ça remonte, mais si on se fait vacciner, c'est quand même ça la solution. Il vaut mieux rencontrer le vaccin que rencontrer le virus. C'est votre phrase qu'on retiendra ce matin. Très bonne conclusion. Merci à vous.